Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Nous les femmes. Nous les femmes, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette tranche d'émission. Au sommaire, le portrait de Dr Nekoulnang Ndietunako Clarisse, première tchadienne paléontologue. En santé, nous parlerons de la ménopause avec Dr Khadija Mahayadine Salah Idiemi. Dans la rubrique Entre nous, la question du jour est la suivante. Est-il normal de laisser le ménage entre les mains d'une ménagère? Avec Madame Mota Darnas Blandine, Madame Maïleila Laukissam interviendra en style de vie avec le maquillage artistique et nous finirons bien évidemment en divertissement avec l'artiste Mandoué Célestin dans Marazine. Dr Nekoulnang Ndietunako Clarisse est la première paléontologue tchadienne et l'actuelle directrice générale adjointe du Centre national de recherche pour le développement CNRD. Son portrait a été réalisé par Brahim Doudou. Suivons et nous revenons tout de suite. D'une grande simplicité, toujours souriante, très sociable, Dr Nekoulnang Ndietunako Clarisse est la première femme paléontologue au Tchad. Après l'obtention de son baccalauréat D au lycée Félix Eboué, elle s'inscrit en première année à l'université de N'Djamena, à la faculté des sciences exactes et appliquées d'où elle sort nantie d'une licence en sciences naturelles. Elle nous détaille son parcours. Après la licence, je me suis inscrite en 4e année de biochimie à l'université de N'Djamena que je n'ai pas pu finir parce qu'après ça, il y avait le professeur Michel Brunet qui est venu au Tchad pour renforcer l'équipe de paléontologie. Et le professeur Makaya Taïso étant mon enseignant, nous a proposé 3 de faire le texte si quelqu'un qui est retenu va aller en France, à Poitiers pour faire la paléontologie. C'est comme ça qu'après la licence, j'ai fait quelques mois de maîtrise. Après ça, je suis intégrée comme enseignante du CPUS Eboué de SVT. Quelques temps après, on a passé le texte. Je suis retenue pour aller faire la paléontologie à Poitiers. Donc j'étais partie à Poitiers. J'ai fait 2 ans de Master 2. Je suis rentrée au Tchad. J'ai travaillé 2 ans et j'ai obtenu encore la bourse pour la thèse de la coopération française. Je suis repartie à Poitiers pour faire ma thèse où j'ai soutenu en 2015. La paléontologie a fait parler beaucoup de Tchad à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par exemple, maintenant, tu pars dans un autre pays, tu dis que tu viens au Tchad, on te demande, tu sais le pays de Toumaï? C'est la question qu'on te pose. Et c'est ce Toumaï-là qui a fait vraiment parler du Tchad à l'extérieur, et c'est grâce à la paléontologie. Donc il y a beaucoup de retombées de paléontologie sur le plan de la visibilité, mais sur le plan touristique, ça n'a pas été trop valorisé. Et je pense que le musée est en train de faire ce travail pour moderniser le pavillon de paléontologie. Ça va vraiment faire aimer la paléontologie, faire reconnaître la paléontologie au niveau national. Pourtant, tout n'a pas été facile pour l'actuelle directrice générale adjointe du Centre national de recherche pour le développement, en abrégé CNRD. Les difficultés liées à l'exercice de sa fonction ne manquent pas. Étant une femme, d'abord on m'a dit la paléontologie, ce n'est pas la science pour les femmes. Étant une femme, et pour jusque-là, je suis encore la seule femme parmi l'équipe. Donc je viens dans le désert, où des fois on a une température même de 45 degrés, 47 degrés, et que je dois supporter cette température, travailler toute la journée, puis venir la nuit et préparer, parce qu'on prépare partout. Là-bas, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Donc c'est un peu difficile au début. Mais maintenant, je pense que quand je suis sur le terrain, je ne me sens pas femme, je me sens comme paléontologue, mais je ne me sens pas comme femme. Elle a la totale admiration de ses collègues de travail. J'ai une très haute opinion de Clarisse. C'est une grande dame, une femme inspirante, une femme qui ose, une femme vraiment dévouée, qui travaille. Donc depuis, comme je le disais tantôt, Clarisse est encore la seule femme docteur en paléontologie dans notre pays. C'est une femme de terrain. Elle fait certaines choses sur le terrain que même certains hommes ne peuvent pas le faire.
Donc, si vous voyez avec la chaleur, surtout les intempéries, avec tout ce qui se passe, Clarisse est sur le terrain avec les hommes en train de se battre pour chercher à promouvoir la recherche dans notre pays. Vous nous rendez fiers, docteur Clarisse. En tout cas, sur le plateau, nous sommes toutes fiers d'avoir sur le plateau avec nous la première tchadienne paléontologue. Comment se font les recherches généralement quand vous êtes sur le terrain? Quelles sont les différentes étapes de la recherche? Bon, les différentes étapes, on commence d'abord à préparer le cycle ici à N'Djamena. Ok. Parce que quand on va dans le désert, on part avec tout. Il faut apporter de l'eau, à manger. On mange que des conserves parce qu'il n'y a rien à manger là-bas. On fait 3 semaines là-bas. Donc il faut prévoir d'abord le cycle pour qu'on ne soit pas toujours, surtout manquer d'eau. Parce que dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Ouais. Donc on prévoit d'abord suffisamment de quantité d'eau. Des fois on dit, mais si on doit être 5, 6, on multiplie 4 bouteilles d'eau par personne. Okay. Par jour, par personne, okay, avant de quitter N'Djamena pour aller. Et sur le terrain déjà, arrivé là-bas, on choisit un site où on campe, on laisse nos effets là-bas. Ouais. Chacun prend son sac à dos avec le marteau du géologue et puis on commence la fouille. Donc on marche dans le désert, c'est comme si nous sommes les chasseurs de fossiles. Okay. Des fois on balaye, arrive qu'on balaye même tout un espace comme ça, on balaye pour chercher les microfossiles qui sont très faits à voir. Après on camine, c'est comme si nous sommes vraiment comment je vais dire, nous sommes des chercheurs des ossements, donc c'est ça ce qu'on fait. C'est comme des fourmis en fait. C'est ça. Donc, des fois les grosses pièces, on les voit à l'œil nu, mais quand c'est des petites pièces, il faut vraiment creuser, il faut tamiser le sable et puis retirer les pièces. Donc quand tu aimes faire ça, c'est vraiment hallucinant quand sur le terrain. Tu vois les gens dans le désert, il n'y a personne, il n'y a rien, en train de chercher dans le sable. Tu vas dire, mais qu'est-ce que ces personnes cherchent? Ils sont des fous. Mais on est en train de faire la recherche, on cherche les ossements pour venir. À N'Djamena, après déjà ici à N'Djamena, sur le terrain, on fait l'inventaire, parce que chaque site a son numéro, on fait l'inventaire. Arrivé ici maintenant, on a dans la base de données, c'est le travail que je fais. Et comme on n'a pas les laboratoires pour la détermination des fossiles ici, si les fossiles qu'on n'arrive pas à déterminer, on envoie au laboratoire à Poitiers, où on détermine avant d'attribuer le nom spécifique avant à de chaque les fossile. Identifier. Oui. D'accord. Est-ce facile pour vous en tant que femme, parmi vos collègues hommes, parce que je trouve que ce n'est pas facile, d'être dans ce milieu avec eux? Quelles sont vos relations, vos rapports avec eux? En tant que femme, au début, c'était pas facile. C'est pas facile. D'abord, pour avoir la bourse pour aller faire la paléontologie, certains mes collègues m'ont dit que la paléontologie, c'est pas pour les femmes. Donc, si tu pars en France, soit tu vas t'attraper un mari et tu vas pas revenir. Soit tu reviens avec le diplôme, tu ne pourras pas supporter dans le désert, que ça serait une perte pour le Tchad. J'ai dit, mais si vous arrivez à faire ça, je vais faire avec vous aussi. Comme ça, j'ai lancé le défi, j'étais parti avec eux. La première fois sur le terrain, on était 3 étudiants qu'on nous a recrutés pour aller faire le terrain. On est partis. Au retour, ils ont dit que bon, c'est en ce moment qu'on doit choisir qui va aller faire la paléontologie. C'est comme ça que j'ai été choisi par mes collègues. Donc j'étais partie. Et je ne veux pas dire que ça n'a pas été facile. Être seule parmi les hommes sur le terrain, étant femme, et connaissant nos hommes tchadiens, on a toujours nos limites. Donc pour vraiment être à leur niveau, il faudrait que je fasse plus qu'eux pour être vraiment à leur niveau. Donc il y a beaucoup de contraintes, mais pour maintenant, quand je suis avec eux, je ne me sens pas femme, je me sens comme paléontologue. Je fais tout ce qu'ils font. Des fois, je fais plus qu'eux encore pour qu'ils reconnaissent mon mérite. D'accord. Blandine, quelle lecture vous faites de Dr Clarisse? Alors là, c'est qu'elle elle se bat pour maintenir. Mais tout de suite, je me dis, sortir 3 semaines, aller dans le désert. Après, quand elle revient, est-ce qu'elle n'a pas une famille? Comment elle jongle la famille, le travail et surtout ses sorties dans le désert? C'est pas facile. C'est pas facile, mais là, merci beaucoup. C'est pas facile parce que j'ai déjà commencé en faisant la thèse. J'ai abandonné ma fille à 6 mois. J'ai célébré ma fille à 6 mois parce que si je ne pars pas, j'aurais plus cette bourse. Docteur Khadija est à côté, elle écoute. Et si j'ai dit, mais si je pars pas et que je perds cette bourse de devenir docteur en paléontologie comme les autres hommes, ils vont dire que voilà, je suis atteint par limite parce que les femmes, on dit que nous, on a nos limites. Tu peux pas faire plus que les hommes, tu vas faire la même chose que les hommes. Donc, à 6 mois, j'ai célébré ma fille que j'ai laissée à ma mère. Je suis allée en France. J'ai fait 6 mois, mon processus de thèse, j'ai fait 6 mois avant de revenir. Donc, je suis habituée à laisser ma famille. Ils connaissent que je suis la femme de terrain. Et c'est mon travail que je dois faire. Et je viens avec ma vie de famille.
Mais j'espère que la fille, là, étant grande, elle va comprendre le pourquoi maman m'a sevré à 6 mois. Non, elle comprend. Elle n'est pas aussi maladive, j'espère. Non, pas, parce que quand j'étais rentrée de la France, elle m'appelait Yaya, elle appelait ma fille maman. Parce que c'est maman qu'elle a connue. C'est jusqu'à ce quand elle avait 5 ans, on partait en France. Je dis, mais là, cette fois-ci, je vais amener ma fille avec moi pour l'assurance. Et quand on a fait 3 mois ensemble, qu'elle a commencé par m'appeler maman, je dis, Dieu merci. Enfin, ma fille reconnaît que je suis sa mère. Il fallait. C'était pas facile, quoi. Il y a toujours l'instinct maternel qui est là et qui ne trahit pas. Oui. Docteur Khadija, qu'est-ce que vous pensez du parcours de Docteur Clarisse, la paléontologue? Merci. Moi, je lui dis d'abord félicitations. Merci. Je lui tire chapeau bas. Ça, c'est un défi qu'elle a relevé. Une seule femme paléontologue pour tout le Tchad en ce moment, mais ça veut dire que les femmes, notre émancipation, on est en train de grimper. Et ça, c'est un atout pour toutes les femmes. Surtout dans la recherche. Voilà, surtout dans la recherche et surtout pour les jeunes filles qui sont là. Maintenant, elles pensent que la vie, c'est le mariage, les enfants et la maison. Non. Attention, même les hommes maintenant cherchent les femmes salariées, émancipées. Qui ont une situation. Leïla, qu'est-ce que vous en dites? Ah, vraiment, c'est émerveillant, c'est wow, quoi, d'entendre ce genre de témoignages et tout. En tout cas, je trouve que vous avez le goût du risque. Surtout dans son métier, c'est pas évident. Si tu n'as pas le goût du risque, c'est pas facile parce que moi, déjà, j'ai peur du désert. Même de la forêt, j'ai peur. Donc, du coup, quelqu'un qui aime ça, vraiment, je trouve qu'elle est très forte. En tout cas, félicitations. Et j'espère que beaucoup d'autres filles emboîteront votre pas. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui aux jeunes filles qui embrassent les filières scientifiques et qui ont vraiment envie de faire comme vous? Quel est votre secret? Je n'ai pas un secret. Comme tout à l'heure, je dis toujours, à chaque fois quand je viens dans l'amphi, je dis aux filles, je dis, mais est-ce que vous connaissez la science à quel sexe? Je dis, la science n'a pas de sexe. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Donc, quand j'encourage vraiment les jeunes filles, et ce que les filles ne comprennent pas, quand une fille se met à faire un travail, elle fait nettement mieux qu'un garçon. Elle le fait bien. Dans le domaine de la science. Elle le fait tellement bien, avec beaucoup de précision. Donc, il suffit seulement que ces filles s'engagent parce qu'on dit non, pour faire la science, il va faire les longues études. Et c'est une question de volonté. C'est la mentalité que beaucoup de nos parents, même de l'entourage, disent que non, quand une fille étudie longtemps, tu fais la science, après le doctorat, tu n'auras pas un mari. Moi, je me dis que tu vas passer ton temps à étudier seulement, tu n'auras même pas un mari. Parce que donc, il dit que non, du coup, il faut aller à l'institut, tu fais bac plus 2, bac plus 3. Et puis, tu as un mari, tu restes, tu construis ta vie de famille. Mais je dis que le monde évolue. Et maintenant, beaucoup de femmes exercent les fonctions professionnelles qui étaient longtemps dédiées aux hommes. Donc, soit on va dire que maintenant, les études et les professions vont changer de sexe. Si c'est le cas. Parce que c'est ça, parce que maintenant, effectivement. Et comme on est minoritaire, même si tu as le même diplôme qu'un homme, les femmes occupent toujours les postes inférieurs à ces hommes. Elles sont toujours des adjointes, donc maintenant, il faudrait que les femmes, surtout les jeunes filles, fassent les études vraiment supérieures, fassent la science, peut-être en étant tellement nombreuses, nos voix peuvent porter. Mais si maintenant, on sommes comme une goutte d'eau dans la mer, on occupe toujours les postes des adjointes, même si vous avez le même diplôme, même expérience. C'est clair. Étant une femme, tu es adjointe. C'est clair, il n'y a même pas de débat. J'encourage vraiment les jeunes filles à aller vraiment faire la science, obtenir des bons diplômes, pour qu'on puisse être vraiment nombreuses. Et là, peut-être, on va dire l'histoire de 30% là, on ne va même pas parler de 30%, on va s'imposer. Tout simplement, par le travail que nous faisons et le travail bien fait. Parce que la femme, c'est aussi les détails. Et effectivement, c'est dans ces détails-là que la femme s'applique. Effectivement. Merci beaucoup, docteur Clarisse. Merci. Dans notre rubrique santé, la ménopause est une étape obligatoire dans la vie d'une femme. Elle se manifeste de différentes manières et commence par l'arrêt du fonctionnement du cycle ovarien et une baisse du taux d'oestrogène circulant dans le sang. Salila Moussa Hassan a interrogé le professeur Fomsou Lagadang pour nous. Suivez. La femme cesse de procréer à un stade donné de sa vie. Ceci n'est pas volontaire, mais cela s'impose à son corps. Le terme normal chez les gynécologues est appelé la ménopause.
Donc les signes principaux de la ménopause sont le bouffées de chaleur. Mais ceux-ci peuvent être accompagnés, par exemple, de la nervosité, elle est très nerveuse, de l'insomnie, mais aussi d'autres signes tels que la sécheresse vaginale, la baisse de libido, c'est-à-dire que la femme aura tendance à ne pas vouloir faire assez de rapports sexuels. Et cela est dû au fait qu'il y a une notion de douleur lors de l'apport sexuel qu'on appelle la dysparémie. Bien que c'est normal, la ménopause surprend toujours la femme. La nécessité de savoir ou connaître les signes avant la ménopause sont nombreuses et restent encore indéterminées. Avant d'aller à la ménopause, on passe par la périménopause. Cette périménopause précède la ménopause de 2 ans. Et à partir de ce moment, il y a les taux des hormones, la progestérone, les oestrogènes qu'il faut doser, mais également la FSH et la LH qu'il faut aussi doser. Ces phénomènes se manifestent chez toutes les femmes, mais de diverses manières. Donc il y a un traitement, si c'est diagnostiqué, un traitement hormonal substitutif. Et ce traitement hormonal substitutif comprend les oestrogènes et la progestérone. Ça va jouer le rôle de l'oestrogène comme la femme qui avait vraiment une production d'oestrogène normale. À ce niveau-là, ça va diminuer les complications de la ménopause, à savoir les bouffées de chaleur, la dysparémie, et ainsi de suite. Docteur Khadija Mahayadine Salah Iyemi, dites-nous, quelle est la fourchette d'âge pour la ménopause? D'accord, merci. La fourchette d'âge varie de 40 à 50 ans. Okay. Maintenant, chez d'autres femmes, on peut avoir une ménopause qui survient précocement. Okay. Voilà. Et surtout chez certaines patientes qui sont traitées pour les cancers de l'ovaire, par exemple, là, elles auront une ménopause créée. Okay. Parce que si tu as une ménopause, si tu as un cancer de l'ovaire bilatéral, on peut ablater les deux ovaires. Et quand il n'y a plus d'ovaire, il n'y a plus d'œstrogène qui est produit. On a déjà castré la dame, mais là, elle entre dans une ménopause provoquée, due à sa maladie. Maintenant, chez certaines patientes qui subissent aussi les traitements à base de chimiothérapie, radiothérapie, elles ont aussi des effets secondaires sur le cycle menstruel et peuvent provoquer aussi la ménopause précocement. Voilà. Maintenant, chez d'autres, la fourchette, il y a une limite qui varie de 40 à 50 ans. Et comme l'a dit le professeur, il y a toujours 2 années qui précèdent la ménopause. La vraie ménopause, médicalement dit, c'est-à-dire que la dame ne voit pas ses règles successivement pendant 12 mois. Sur 1 an, si elle n'a eu aucune goutte de sang, on parle médicalement d'une ménopause. Ce qui est naturel, ce qui est physiologique. Quels sont les signes? Moi, j'ai entendu certaines personnes parler de bouffées de chaleur, parler elles ne dorment plus. Dites-nous, quels sont les signes pour nous préparer aussi, nous? Effectivement, les signes de la ménopause sont divers. Certaines patientes ont d'incontinence d'urine, d'effort, c'est-à-dire elles peuvent uriner sur elles-mêmes à cause des efforts, dans la préménopause ou bien dans la ménopause. Et d'autres ont la sécheresse vaginale, puisque quand on produit de l'estrogène, il y a un lubrifiant naturel qui est dans le vagin qui permet de faire qu'il n'y a pas de douleur pendant les rapports sexuels. Et donc, celles qui sont ménopausées, elles n'ont plus de l'estrogène. Et le vagin, malheureusement, il devient un peu douloureux et sec. Donc, c'est ce qui crée ces dyspareunies. D'autres ont aussi des complications plus avancées, c'est surtout au niveau des os. Puisque nos hormones en manque d'oestrogène, ces patientes peuvent développer aussi des ostéoporoses. Et ça, c'est au niveau une faiblesse au niveau des os. Donc, comme il n'y a plus assez d'hormones, il y a une fragilité effectivement des os. C'est pourquoi plus la femme ménopausée a des fractures, il y a un souci de l'autre, de la suivre, et puis il y a plus de complications. Que celle qui ne l'est pas. Il y a cette fragilité, Docteur Clarisse,
qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement intéressant. Docteur Hadidja nous prépare déjà. Comment vivre pendant la ménopause? Oui. Moi, j'ai une question parce que tout à l'heure, elle a dit c'est transgenre, c'est de 40 à 50 ans. Et j'ai suivi, c'était sur quelle émission? Ils disent que les femmes africaines partent plus très tôt la ménopause que des femmes européennes. Parce qu'ils disent que chez nous, en Afrique, à 50 ans déjà, c'est question que la femme est ménopausée. Mais là-bas, ça va jusqu'à 60 ans. Cela est dû à quoi, docteur? D'accord, merci. Notre mode de vie joue excessivement, énormément sur notre ménopause, sur notre état de santé physique, psychologique. Parce que la femme européenne, elle est plus émancipée, elle est plus... elle n'a pas assez de contraintes comme la femme africaine. C'est plus simple chez eux là-bas. Le mode de vie joue un grand rôle sur notre organisme, sur nos hormones. L'alimentation. L'alimentation. Tous ces phénomènes jouent et il y a toujours des études qui ont été faites comparatives entre la femme noire et la femme blanche. Et si vous voyez sur tous par exemple, si vous prenez le cancer du col, les femmes africaines font plus de cancer du col que les femmes européennes. Parce qu'elles sont en évolution. Plus que nous, elles sont émancipées. Elles sont suivies. Elles sont suivies, voilà. Elles connaissent le pourquoi, le comment, les infections, comment les prévenir et tout. Par contre, chez nous, on est encore dans l'ignorance, malheureusement. On est encore dans les femmes qui ne partent pas à l'école. Il y a tous ces on est resté même, soucis. on peut dire, entre guillemets, dans la préhistoire. Dans la préhistoire, on est plus dans la culture. Ailleurs, si vous partez ailleurs, une jeune fille de 14 ans, 15 ans, elle consulte un gynécologue. Pas forcément qu'elle ait des rapports sexuels, mais pour son suivi de la santé. Nous, on commence après le mariage. Même si tu as 50 ans, tant que tu n'es pas marié, aucun homme ne te touche, aucun médecin ne te voit. On n'en parle même pas d'ailleurs dans la cellule familiale. C'est la mentalité. Parce que dès que tu vas chez le gynécologue, toi, une femme non mariée, on va dire, mais celle-là, elle est suspecte. Oui, elle est suspecte, effectivement, elle est très jeune. Et elle va voir un gynécologue. Il faut qu'on change nos mœurs, qu'on change nos cultures. Il faut toujours consulter. Soit la dame, elle s'est fait suivre par son gynécologue. Elle fait son check-up. C'est ce qu'on ne fait pas, malheureusement. On attend toujours un peu partout en Afrique. Mais le check-up, il faut le faire quand même chaque année. Pour se rassurer que tout est au point, au moins à l'intérieur. On peut avoir un cancer du col. Ça donne aussi des saignements. Maintenant, tant qu'on ne consulte pas, on peut se dire que c'est les règles. Et que c'est tout à fait normal. On n'a pas encore atteint la ménopause. Or, on est en train de développer une autre pathologie qu'on peut détecter et traiter. Madame Léla, vous voulez intervenir? Je voulais poser juste la question. Léla, et on revient à vous. Oui, les femmes qui arrivent à accoucher après la ménopause, je ne sais pas, on dit que c'est la chance ou quoi, mais est-ce qu'elles saignent avant d'être... Est-ce qu'elles savent? C'est avant d'avoir cette grossesse-là ou qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est assez un miracle. Je ne suis pas docteur, mais ça, c'est un risque aussi. Docteur, on vous écoute. Ok, merci. Je ne pense pas qu'une femme a pu accoucher après la ménopause. Quand on dit ménopause, ça veut dire que dans les 12 mois qui suivent, il n'y a pas eu de règles. C'est fini. Et donc, c'est fini. Quand il y a un arrêt des saignements, c'est qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cycle ovarien, il n'y a plus d'ovules. Comment le sperme pourra le féconder? C'est peut-être dans la... Peut-être, Madame Léla, si je... Une maman âgée, elle avait presque la soixantaine. Elle a accouché. Une Africaine. Oui, une Africaine. Elle n'avait jamais mis au monde et elle dit elle-même c'est vraiment un miracle. Donc moi, j'essaie de comprendre. Est-ce qu'elle a eu ces règles? Quand vous parlez de 50, comme le dit le docteur, toutes les fois où les règles sont présentes, il y a cette possibilité d'être enceinte. Comme vous dites, dans ce cas, la dame n'a jamais conçu et après, à 60 ans, elle a conçu, ça dépend. Si elle est dans un pays développé avec des ressources qui sont vraiment dans le traitement de l'infertilité, la procréation médicalement assistée, peut-être c'est possible. Et là aussi, c'est avec des risques. Peut-être qu'elle a fait une procréation médicalement assistée, communément appelée fécondation in vitro, les in vitro. Okay. Là, mais là aussi, il faudrait qu'elle soit, au moins, elle voit ses règles.
Parce que là, si elle est déjà ménopausée, il faut la mettre sous hormones, il faut ceci, l'utérus qui ne peut plus avoir une imprégnation pour accepter. Bon, c'est entre guillemets, parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas. Il faut le prendre aussi avec beaucoup de pincettes. C'est ce que je me dis. Oui. D'accord. Par exemple, comme vous avez parlé in vitro. Vous avez parlé in vitro. Une femme ménopausée, si on fait in vitro, on peut, par exemple, on peut prendre le sperme de son mari et l'ovule d'une autre femme. On fait in vitro et on fait implantation dans son utérus. Est-ce qu'elle peut garder et accoucher? Ça, c'est les mères porteuses. Elles deviennent comme mères porteuses, mais il y a toujours, c'est au cas par cas, il y a toujours des conditions. Il faut faire des examens, il faut faire des études, il faut voir avant d'essayer. Et la chance est très minime. Pour une femme ménopausée? Oui. C'est cas-là. D'accord. Je voudrais savoir, au Tchad, généralement, on n'aime pas aller à l'hôpital quand on est en bonne santé, quand on n'est pas malade. Et c'est quand on est malade qu'on vient à l'hôpital et généralement, c'est les médecins qui nous demandent de faire certains examens. Est-ce que le ministère de la Santé ne vous permet pas de faire des sensibilisations pour que les jeunes filles à un certain âge, déjà de 14 ans, parce que vous avez donné l'exemple déjà de 14 ans, quand les jeunes filles ont commencé à avoir des cycles, d'aller à l'hôpital se faire consulter et avoir des médecins qui vont commencer à nous suivre? D'accord, ok. Merci. Déjà, sur le plan sensibilisation, dans le système éducatif tchadien, je pense qu'il y a l'éducation sexuelle à l'école. L'éducation. Voilà, ça se passe plus à l'école secondaire. Et ça, c'est de la sensibilisation. On sensibilise hommes comme femmes sur les IST, sur la protection, sur la vie sexuelle. Et je me rappelle au Sacré-Cœur, on nous présentait même les préservatifs masculins, comment l'homme doit utiliser et tout. Maintenant, sur le plan sensibilisation en général, on a les audiovisuels, on a la télé Tchad, on a la radio. On a les familles, par exemple, moi je suis médecin, je sensibilise dans ma famille, mes amis et tout. Et normalement, dès l'enfance, l'enfant a son pédiatre. Après, quand elle atteint l'âge adulte, elle doit être accompagnée de sa maman. Un enfant mineur, s'il voit un médecin, il doit tout le temps être accompagné d'un des deux parents. Ouais. Donc, s'il l'accompagne, si par exemple la maman accompagne sa fille chez son gynécologue, il n'y a pas de secret. Le gynécologue fait le nécessaire et au fil du temps, il suit l'enfant. Et c'est même un atout parce qu'il y a des pathologies gynécologiques qu'on ne découvre que lors du mariage. Il y a des hermaphroditismes que tu découvres que lors du mariage ou bien à un âge avancé. Et ça sera très difficile à certaines familles d'accepter cela. Ouais. Par exemple, ton enfant est né fille, mais il a une ambiguïté sexuelle. Et là, il développe un sexe masculin avec des seins associés. Ouais. Alors que toi, dès l'enfance, tu as dit à tout le monde que ton enfant, c'est un garçon. Il est habillé comme garçon. Maintenant, à l'âge adulte, il découvre que voilà, il a des difficultés. La société ne va pas l'accepter. Pas du tout. Lui, psychologiquement, la personne, psychologiquement, sera anéantie. C'est pourquoi c'est très important de consulter dès le bas âge, de suivre son enfant, son évolution. Il y a de jeunes filles qui naissent sans utérus. Et là, tu vas rester attendre. Non, elle n'a pas ses règles, c'est naturel. C'est Dieu qui a fait ça. Et pendant le mariage, tu vas te demander pourquoi elle n'a pas un enfant, pourquoi elle n'arrive pas à concevoir. C'est là où ils vont commencer par chercher. Or, la petite avait son souci bien avant. Donc, la sensibilisation, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement le médecin, mais c'est tout le monde. Tout parent instruit qui a un peu de connaissances sur ça, il peut sensibiliser. Le gouvernement, le ministère de la Santé, ils doivent mettre vraiment l'accent sur cet aspect sensibilisation, parce qu'on a une population qui est encore un peu ignorante, on a nos mœurs, nos cultures, genre voilà, cet hôpital c'est ceci, ce médecin c'est beaucoup. L'enfant n'a rien, pourquoi un médecin doit le toucher ou demander des bilans, et ça c'est très important. Oui, mais après, c'est pas aussi toutes les femmes, toutes les mamans qui sont allées à l'école et qui ont la chance d'avoir des radios, des télés à la maison pour suivre cela. Donc, comme vous l'avez si bien dit, peut-être c'est à ce qu'on puisse sensibiliser nos alentours et que ceux-là qui n'ont pas été à l'école puissent profiter. Mais aussi, dans le cadre de la santé, dans tous les centres de santé, il y a des séances de sensibilisation. À chaque fois que les femmes viennent pour les consultations prénatales ou même d'autres consultations, on profite, on fait des séances de sensibilisation. On choisit par exemple 2-3 thèmes et on explique à ces femmes
Et quand elles sortent, les femmes, ça bavarde. Hein. Tu vas aller t'asseoir dans les baptêmes, là, tu vas écouter comment ça bavarde. Et des bouches à oreille, toutes les autres. Le message passe en tout cas. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous allons à présent dans la rubrique Entre nous. Est-il normal pour une femme de laisser son foyer entre les mains d'une ménagère? Suivons la réaction de certains de nos concitoyens et nous revenons tout de suite. Non, tout simplement, pas laisser tout. Une partie, mais pas tout quand même. Si la femme, elle est occupée au travail, et le mari également, bah, il n'y aura personne pour faire le ménage, etc. Dans ce cas-là, on peut laisser les affaires à la bonne. Non, selon moi, c'est pas bon de laisser tout entre les mains d'une ménagère parce que, en tant que femmes que nous sommes appelées à prendre soin de notre foyer comme il se doit. La femme, c'est celle-là qui doit s'occuper de son mari, s'occuper de tout de la maison. Sur les tâches ménagères, elle doit préparer, travailler jour et nuit pour que son foyer soit dans les bons états, pour ne pas qu'une autre personne, parce que de nos jours, les bonnes ou les ménagères, c'est ceux qui volent les maris des autres, quoi. Donc, si tu laisses tout entre les mains d'une ménagère, elle risquera de voler ton mari et c'est pas bon. Non, bon, c'est pas bien de laisser tous les ménages entre la main d'une ménagère. Parce que, en tant qu'une femme, tu dois assumer ta responsabilité du foyer. Tu vas bien t'occuper de ton mari, comment gérer le foyer. Alors, chers téléspectateurs, vous avez également suivi avec nous les avis partagés un tant soit peu de nos concitoyens. Nous revenons sur le plateau pour avoir également les avis de nos invités. Blandine, qu'est-ce que vous en dites? Est-il normal de laisser son ménage entre les mains d'une... On les appelle communément bonnes, mais d'une femme de ménage? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que ça a jacassé tout à l'heure. Avant... Alors, quand on n'est pas dans un foyer, on n'est pas en vie de couple, on ne peut pas comprendre. Et on ne pourra pas se mettre à la place de l'autre pour tout de suite la juger. Il faut être dans un foyer et avoir un travail qui t'occupe aussi et que tu dois jumeler les deux. C'est pas du tout facile. Alors, quelquefois, on prend les femmes de ménage, c'est pour nous aider à peut-être quand on finit donc d'arranger sa chambre avant d'aller au boulot, peut-être qu'elle va arranger le salon, elle balaye la cour, elle s'occupe de nos enfants pendant que nous ne sommes pas là, le temps qu'on rentre. Il y a des hommes qui, par exemple, ne mangent pas du tout la nourriture des femmes de ménage. Donc, sa femme, que tu finisses à 20h, que tu finisses à 17h, tu es obligé d'aller et faire la cuisine pour que ton mari puisse manger, sinon il ne mangera pas. Et dans ce cas de figure, je pense que la femme est obligée d'avoir un temps de travail, même si tu dois revenir plus tard. Elle demande toujours un temps pour aller faire à manger pour leur mari avant de revenir. Mais laisser carrément la bonne tout faire, elles l'ont si bien dit, ce sont les arracheuses d'hommes, donc la bonne va profiter pendant que tu n'es pas là. Moi, je m'occupe de ton mari, je lui sers à manger, je lui donne de l'eau pour se laver. Après, il va me dire, mais madame, il faut venir me masser. Ça va commencer. Mais bien sûr, comme vous n'êtes pas là à la maison, il fait comment? Ça commence et puis après, les enfants à la maison vont commencer par appeler la bonne maman ou tantine. Et puis après, tantine, ça va devenir maman. Après, on dit c'est parce que c'est une femme, on l'appelle maman. Donc, il faut que nous-mêmes, nous mettons au travail et qu'on ne se laisse pas traîner par la paresse pour plus laisser la latitude aux femmes de ménage de récupérer notre maison. Parce que ça s'appelle de la récupération. Ça, c'est vous qui le dites. Madame Leila, quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Blandine vient de dire? Ah, on peut être d'accord, d'une part, mais vous savez, la théorie est difficile. La pratique, je veux dire. La pratique est difficile. Parce que là, si tu trouves un mari
compliqué. Et toi, si tu as un boulot qui t'oblige à finir à 21h, 22h, tu es par exemple directrice comme madame ici. Clarisse, comme tu as des docteur responsabilités, Hadidia. voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Le mari est obligé de faire avec. Bon, on se confie en Dieu, quoi. Franchement, c'est... Vous vous abandonnez entre les mains de l'Éternel. Non, c'est compliqué. Il faut trouver une solution. C'est compliqué. Le problème, c'est que, Madame Léla, il y en a qui, jusqu'au lit, c'est la femme de ménage qui arrange. C'est la femme de ménage qui prend le dukhan, qui met dedans. Non, ça c'est exagéré, quoi, je dirais. Docteur Hadidia, c'est ton précaré. On va écouter Docteur Hadidia sur la question. Quelle est votre appréciation de la situation, docteur? Merci. En tant que femme. Bon, moi je pense que même si dans la journée on est tous occupés, on est au travail et tout, le chez-soi, c'est le chez-soi. C'est le principe. La femme doit s'occuper de sa maison. Même si les femmes de ménage, les blanchisseurs, ils sont là pour nous aider. Maintenant, une fois rentrée, il faut s'occuper de sa cuisine. Il faut s'assurer quel mets ton mari va manger, tes enfants. Toi-même, tu t'occupes de ça. Même si, sûrement, dans la journée, si je prends l'exemple des Tchadiens, presque tous les hommes mangent en dehors de la maison dans la journée. Mais quand même, dans la soirée, il faut que la femme s'assure à prêter ses plats et tout, s'occuper du reste. Pourquoi pas s'occuper de ses enfants une fois rentrés. Moi, je prends mon exemple. Parfois, le soir, quand j'ai l'électricité, je fais des plats pré-cuits que je laisse au congélateur. Et puis, le lendemain, j'arrange, je prépare et tout. J'arrange le dîner pour le papa avec ses enfants. Et de même pour les enfants, dès que je rentre du boulot, bon, c'est vrai que ils sont plus à l'école et l'autre est gardé par sa grand-mère. Donc, ça me soulage un peu. Mais une fois, dès que je rentre, je m'en occupe. Il faut les baigner, il faut les changer, il faut s'occuper d'eux, parfois jouer un peu avec les enfants. Ça, là-bas, on ne va pas le faire à notre place, quand même. Elle s'est dit, ce sont nos enfants. Il faut qu'il y ait cette intimité entre enfant et maman. On ne peut pas laisser son enfant, même si c'est à ta maman qui le garde. Docteur a perdu l'estime de son enfant parce qu'elle l'a laissé pendant un enfant de 6 mois. Oui, docteur Clarisse, je vous donne la parole. Ça bouillonne à côté de moi, donc je vous donne la parole. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Il y a certaines choses qu'une bonne doit faire quand tu n'es pas là. Il faut lui montrer ses limites. Quand tu es là, la bonne doit connaître ses limites. À quel moment il doit être à côté de ton mari, à quel moment il doit s'approcher de tes enfants. Parce que quand tu es déjà à la maison, tu es maîtresse de la maison. Donc il faudrait que tu t'assumes, tu récupères tes responsabilités. Donc moi-même, là, je ne suis pas d'accord que tu laisses tout à la bonne de faire. Mais c'est compliqué à juger que de le faire. Je les entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, mesdames. Les échanges sont très enrichissants, mais on va passer à la dernière rubrique en style de vie. Titulaire d'une licence en management international, Mai Léla Laukissam est une maquilleuse professionnelle. Elle nous conduit dans son environnement et nous fait découvrir le make-up artistique. Nous suivons et à tout de suite. Appelé make-up en anglais, le maquillage est l'ensemble des articles utilisés pour rendre un visage plus joli. Le maquillage en lui-même est un art qui consiste à modifier certains traits du visage et du corps. Ces produits sont utilisés pour le maquillage dans le but de camoufler les imperfections existantes sur le corps et surtout sur le visage afin de l'embellir. Leila Laukissam, maquilleuse professionnelle, nous laisse infiltrer son moment de make-up. Aujourd'hui, elle emprunte le visage de Roguea pour nous faire un maquillage très particulier qu'elle appelle le make-up artistique. D'abord, elle commence par faire un maquillage nude qui servira de base pour le reste de son maquillage. Ici,
c'est le monde du savoir-faire. Cette première étape nous a pris près d'1 heure de temps ayant la maîtrise du domaine. Leila fait valoir son talent, sa passion et tout son amour pour ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle maquille. Une fois la première étape terminée, notre maquilleuse passe à une seconde étape pour la touche finale. Ce genre de maquillage qui est d'origine africaine ne se porte certes pas au quotidien et n'est pas vide de sens. Ouf, notre séance de maquillage est enfin terminée. Place à la satisfaction totale de Roguea. Alors, Madame Maïlela Laukissam, c'est quoi un maquillage déjà artistique, comme vous venez de le faire tout à l'heure? Ok, merci de m'avoir donné la parole encore une fois de plus. Un maquillage artistique, c'est un maquillage qui met en valeur les traditions, les cultures, les différentes ethnies, surtout en Afrique, quoi. Parce que vous allez remarquer dans certains villages, comme par exemple au Nigeria, vous allez remarquer que jusqu'à là, ils font des films sur Nollywood. Oui, surtout avec dans leurs films, oui. Ils utilisent beaucoup. Effectivement, c'est-à-dire ils valorisent leur culture. Ils ne veulent pas laisser tomber, en fait. En fait, généralement, on fait ça. Quand j'étais à l'université, chaque fin d'année, chaque nationalité essayait de représenter son pays avec son maquillage. Ok. Ouais. Donc, et la nôtre? Alors, la nôtre, on essayait juste de faire des drapeaux Tchad avec des designs simples parce qu'on n'en avait pas vraiment. Oui, mais par contre, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigériens, ils avaient... Les Sénégalais. Effectivement. Ils représentaient tellement bien que ça me laissait vraiment... Ça vous laissait bouche bée. Exactement. Donc voilà un peu le maquillage artistique. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que je me dis, un pareil maquillage, c'est pas pour sortir avec. C'est pour une circonstance bien donnée. Et le plus souvent, c'est pour les films ou bien peut-être des pièces de théâtre, oui, des clips. Mais c'est pas un maquillage qui est destiné à juste une sortie, un maquillage ordinaire. Oh, il y a certains maquillages là artistiques assez légers. Par exemple, comme ce que j'ai fait là. C'est tellement léger, c'est discret. Ça, avec ça, je peux sortir. Ça, par exemple, on peut le faire et puis sortir avec. Oui, et puis sortir tranquille, quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Et on le fait aussi pour les événements, pour les fêtes. Voilà, par exemple, ça peut être un carnaval, ça peut être une grande fête. Ça dépend en fait des fêtes, les Hollywood, la fête de Hollywood, la fête américaine et tout. Donc on le fait pour plusieurs circonstances en fait. D'accord. Voilà, mais par contre, quand on sort, on va au boulot ou on va dans une soirée gala, il y a un maquillage spécifique. C'est quel genre de maquillage? Par exemple, soirée gala, il y a un maquillage qu'on appelle maquillage de soirée gala, effectivement. C'est avec beaucoup de lumière, beaucoup de sobriété, beaucoup de prestance. C'est-à-dire, quand on te voit de loin, on dit waouh. Ah, vous aussi, votre visage, il est waouh, nous sommes d'accord aussi. Alors, pour aller au boulot, voilà, comme tout le monde ici, on ne peut pas se maquiller extravagamment. On fait un léger truc, voilà, soft, tranquille. Il y a aussi un maquillage pour aller dans les fêtes de mariage, de baptême et tout. C'est un maquillage légèrement appliqué. Pas trop comme pour la soirée, mais un peu plus visible, un peu plus accentué, un peu plus brillant, quoi. Est-ce qu'une femme ne peut pas sortir sans maquillage? Oh, elle peut très bien sortir sans maquillage, puisqu'on dit que le maquillage, c'est pour cacher juste certaines imperfections. Parce que tu peux aujourd'hui te réveiller avec des terribles cernes, alors que tu vas dans une présentation devant des autres, tu vas faire comment? On va dire, mais celle-là, elle a dormi en boîte ou quoi? Il faut un peu cacher. Il faut camoufler rapidement, vous donner une apparence un peu, voilà, plus gaie. Tu vois. Donc, le maquillage, c'est pour camoufler certaines imperfections simplement. Ce n'est pas une obligation. Par exemple, moi, je ne me maquille pratiquement pas.
Sauf si je sors. Vraiment, il faut que la sortie là dise son nom. Sinon, je ne me maquille pas. Et en fonction, vous vous adaptez. Exactement. D'accord. N'y a-t-il pas d'effet secondaire néfaste sur le maquillage, sur la peau? Effectivement, il y a des effets secondaires parce que tout abus d'une chose est nuisible. Ouais. Donc du coup, c'est pourquoi moi-même je n'applique pas souvent. Parce que le maquillage, quand tu l'appliques tout le temps, ça détruit la peau. Les pores s'ouvrent, ça absorbe tout. Et après, ça développe des acnés, des problèmes de peau terribles. Après, tu ne vas plus t'en rendre compte, le vieillissement cutané ou précoce, je ne sais pas trop. En tout cas, ça... c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, on conseille de faire le maquillage par circonstance. Surtout celles qui se maquillent tous les jours pour aller au boulot. Vraiment, je les plains. Parce qu'avec le temps, là, ou maquillage, ou tu sors pas. Parce que le visage va se dégrader d'une manière terrible. Donc, du coup, on dit qu'il n'y a pas de problème sans solution. Du coup, on conseille beaucoup de faire des soins de visage. Voilà, il faut prendre soin de ton visage, très bien démaquiller avant de dormir, faire des petits soins à la peau, extraire le fond de teint que les pores ont absorbé et tout pour les extraire chaque jour pour permettre que la peau ne puisse pas se refermer sur la saleté en fait. D'accord. Et utiliser des produits de très bonne qualité. Parce que ça, c'est le problème qu'on a au Tchad. J'ai remarqué qu'aussi au Tchad, les femmes utilisent la plupart des produits bon marché. De la camelote vraiment. Et ça, c'est un danger permanent parce que les produits de mauvaise qualité... Oui, faudrait-il encore connaître pour utiliser? Parce qu'il y en a qui utilisent les mêmes produits pour votre peau, pour la peau de docteur, pour moi, pour docteur Clarisse, pour Blandine, alors que nous avons des peaux qui sont différentes, n'est-ce pas? Ouais, c'est pourquoi il est bon de faire une formation. C'est bien beau de dire je suis entrepreneur, je suis née avec cette passion et puis je fais non. Il faut faire la formation pour connaître cette différence-là. Sinon, tu vas envoyer le visage de quelqu'un en couille un jour. Franchement. Ça, c'est sûr. Oui, parce que je me rappelle quand on faisait la formation, il y avait une de nos collègues qui était venue, elle a fait juste une semaine, elle a disparu. Donc, elle était venue juste voir comment on maquillait une mariée, elle est partie mettre du super glue à la place de la colle pour les cils à une mariée. Et c'est une mariée d'une famille prestigieuse. Jusqu'à présent, elle a Mais le mariage est gâté? Mais oui, elle est restée aveugle, elle est demeurée aveugle jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si avec le temps, ils ont pu l'envoyer en Europe, peut-être faire des opérations, mais sinon, elle est restée aveugle. Donc, ils ont suivi ma formatrice, ils ont dit, mais c'est toi qui as donné des cours à cette fille. Elle dit que non, elle ne lui a pas donné d'attestation, elle ne l'a même pas autorisée à faire quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi on dit toujours, il faut suivre ta formation. Tu connais, on sait, mais suis la formation. Il y a toujours quelque chose qui va t'échapper. Et après, on ne va pas endosser cette responsabilité. En tout cas, ni la gynécologue, ni la paléontologue, ni la journaliste, nous, on ne va pas faire votre métier. Non, du tout. Chacune de nous fera son métier. Donc, il n'y a pas du tout de... Effectivement. Avant de faire un tour de table, il y a des gens qui sortent, mais alors de façon bling-bling. Et ça, c'est tous les jours. Je vous assure, docteur, qu'ils ne peuvent pas sortir comme ça. Il faut que ce soit extravagant. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre avis là-dessus? Alors, pour celles-là qui sortent tout le temps de manière extravagante, elles ont un complexe. Elles ont un complexe. Ouais, ça peut s'expliquer. Oui, et d'autres ont, sans exagérer, des problèmes psychologiques. Oui, franchement, parce que toi-même, quand tu te vois dans le miroir, lundi, tu es pareil, tu vas au travail, tu es comme ça, tu vas... Mais pourquoi? Pourquoi toute cette peine? Mais pourquoi? Franchement, tu vas comprendre par la fin qu'elle est un peu décalée. Oui, il y a quelque chose qui oui, va c'est quelque chose qui ne va pas. Parce que franchement, à un moment donné, tu en auras marre de quelque chose. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Plus que moi-même, la maquilleuse, je ne fais pas ça tous les jours. À plus forte raison. Les Amélie et les Blandines, là. Docteur, quel est votre avis? Merci, très intéressant. Je félicite Madame Maï. Et je pense que
elle a lancé aussi un fort mot, hein, c'est aussi une sensibilisation. Parce qu'il faut connaître les types de peau, ça c'est plus la spécialité des dermatologues, mais quand même, on ne peut pas prendre un produit pour Madame X, mettre sur Madame Y. Et moi, je conseillerais à mes sœurs, à mes jeunes filles, d'être plus naturelles. Moi, je n'aime pas trop les maquillages bling-bling. Hein. Je sors de chez moi presque tous les jours un peu naturel. Même si je mets du maquillage, je le mets un peu, c'est soft. Et je pense que si elle peut aussi lancer... Il y a des formations payantes qu'on peut lancer en ligne si les jeunes femmes acceptent, les jeunes filles maquilleuses. Même si elle est une, demain il y aura 2, il y aura 3, et puis vous pourrez créer votre association des femmes spécialistes en maquillage professionnel. Et là, vous pouvez créer même votre école et former les autres. Docteur Clarisse. Merci beaucoup et félicitations à Mme Leila. Moi, j'ai pas de temps pour faire trop de maquillage. Je suis un peu plus timide garçon parce que je suis tout le temps pressée, tout le temps en train de courir. Donc, franchement, félicitations. C'est comme ce qu'elle a dit, elle doit laisser un message vraiment à nos soeurs. Parce qu'il faut qu'on différencie les lieux pour faire des maquillages. Des fois, tu vas au bureau, tu vois une femme, mais tu vas dire que c'est comme si elle est dans une boîte de nuit. Et puis, on ne fait pas la différence. Quel maquillage mettre par rapport à tel milieu. Donc, franchement, merci beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup appris. Je passerai vous voir. Parce que je vais prendre une formation avant de me maquiller. Merci. Blandine. Alors là, tu nous as montré le maquillage, le make-up plus artistique, mais c'est plus en fait pour les festivals, pour les films et autres. Mais dans certains maquillages pour les films où on voit les plaies, on voit les cicatrices, tout ça, ça se fait. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça aussi? Effectivement, j'ai l'habitude de faire. Si vous avez du temps, un jour vous passerez sur les réseaux, vous allez taper ma page, vous allez trouver des exemples. Quand je mets, souvent les gens sont horrifiés. On trouve que non, je donne la nausée, je donne ceci. Donc, du coup, je ne fais plus beaucoup. Mais sinon, j'ai fait une formation aussi en ça. Je le fais souvent. Pas de souci. Nous allons en divertissement enfin avec Marazene de l'artiste Maundoé Célestin. ودرت وين دخلت وين حاولتي ولا فكرتي رألتي ولا أخذتي فتشتي كي بدم في إني يوم في الليل فتشتي كي وجرى سجلي بشكتا إليه إلى الله إلى الله ردي أنيا لا 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 إلى بيبي هنايا ردي هنايا بيبي هنايا بارا بارا دي داري دارا بارا 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 دي داري دارا C'est sur cette belle mélodie de Maundoé Célestin dans le titre Marazene que nous mettons fin à cette émission. Merci à Madame Leila, merci également à Docteur Khadija, merci à Docteur Clarisse et merci à Madame Blandine. Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces moments en notre compagnie. Il était question du portrait de Dr Nekulna Ndjetunako Clarisse, première paléontologue tchadienne, la ménopause en santé avec Dr Khadija Mahayadine Salah Idjimi, gynécologue obstétricienne. Entre nous, est-il normal qu'une femme laisse son ménage entre les mains d'une ménagère? Le maquillage artistique était l'affaire de Maï Leila Laukissam et nous finissons en beauté avec Célestin Maundoé dans Marazene.
Bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Au revoir et à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir. Intima marasaki